Écoute, merci Frédéric déjà de ton invitation et bonjour à tous. Et effectivement, Inbound Marketing France a 5 ans, c'est sa 5e édition qui aura lieu le mardi 21 juin. C'est un événement un peu unique parce qu'il est conçu par des équipes bénévoles et des passionnés dont tu fais partie et je te remercie dans la construction du programme chaque année. Et son ADN, c'est ça, c'est très tourné vers les autres, c'est tous les leviers du digital au final pour développer son business. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la palette est large. On a longtemps parlé d'inbound marketing au tout début. Aujourd'hui, on fait de la BM, les CRM ont pris leur place, on est dans l'omnicanalité, les outils se multiplient, podcasts, formats nouveaux. Donc en fait, on a élargi, j'ai envie de dire, mécaniquement le champ des possibles, des opportunités. Donc c'est un événement à succès, c'est 600 directions marketing qui sont présentes. Et beaucoup de concrets, beaucoup d'ateliers, beaucoup de masterclass, et puis des thématiques fortes qui sont sur des tendances de fond. Alors, c'est un travail qu'on fait toute l'année, on fait de la veille, on lit des livres, ce que tu fais aussi, Frédéric, on écoute des podcasts, et on se nourrit de tout ça, et on essaie de le redonner une fois par an. Bruno Freelansky disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est un peu un concentré en une journée, où du coup, je gagne 6 mois. Donc, on va partir là-dessus, j'espère que c'est ce qu'on apportera au public en tous les cas. Alors, merci pour cette petite introduction et cette présentation de qui tu es et de l'événement Inbound Marketing France. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi que de plus en plus, en fait, il faut ne pas se limiter uniquement à l'inbound marketing ou au marketing et vraiment l'intégrer dans un schéma global et une organisation globale, y compris le CRM, parce que c'est bien beau de générer du lead. Mais le problème, c'est que si tu génères beaucoup de leads grâce à des actions d'inbound marketing, tu vas les envoyer aux commerciaux. Si en fait tu envoies 100 leads et que sur les 100, il y a un ou deux shows, ils vont te dire non, mais tes leads, il n'y a rien d'intéressant, ça ne m'intéresse pas. Donc d'où l'intégration du leads dans le CRM, le scoring et le traitement là-dessus. Alors justement, si on fait une thématique, là tu m'as dit qu'il y avait dans notre entretien, il y avait 7 thématiques importantes à retenir et qui vont être développées lors de l'Inbound Marketing France, en dehors de bien sûr toutes ces cliniques et conférences et ateliers. La première, c'était l'omnicanalité. Parce que tu disais que c'est vraiment important de se dire qu'il ne faut pas uniquement penser online ou offline, mais vraiment penser multicanal. Alors je crois que d'ailleurs, il y a une étude qui va être diffusée lors de cette journée. Oui, complètement. Alors, ce qu'on se disait, effectivement, aujourd'hui, on est à 360 et on doit travailler, j'ai envie de dire, tous les canaux. Donc, moi, j'ai souvent tendance de dire qu'on est multicanal aujourd'hui, spécifiquement B2B, que vous fassiez un salon, que des leads viennent du blog ou des réseaux sociaux. On doit traiter l'ensemble de ces leads avec la même qualité et, bien évidemment, les réceptionner dans un réceptacle. Alors, on a effectivement des thématiques fortes cette année avec des tendances fortes, c'est l'omnicanalité. On a la chance cette année de présenter en avant-première un baromètre sur l'omnicanalité réalisé par Opinionway. Donc c'est vraiment un baromètre très très sérieux qui a été porté par Le Bon Coin, Didomi et PLV Group. Et donc on va tirer des enseignements de ce baromètre, donc déjà un état des lieux de ce qu'est l'omnicanalité. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que premier élément, c'est une priorité des clients. C'est dans le top 3 des priorités marketing puisque une PME sur 4 a mis la relation omnicanale avec ses clients comme sa priorité. Mais parallèlement, la plupart des entreprises, quand même 6 sur 10, quelque part, ne l'ont pas mise en place parce qu'il n'y a pas de reporting. Ou alors parfois dans les PME, on voit bien qu'il y a plein d'outils qui sont un petit peu divers et variés. Tu as un outil de chat qui n'est pas unifié, tu as des emails qui ne sont pas unifiés, tu as le marketing automation, tu as le CRM, et tu as le téléphone. Et tout ça, en fait, c'est pas vraiment géré, ça communique pas, on sait pas. Parfois, tu as même des infos qui sont pas transférées. Quelqu'un appelle au téléphone au standard, il y a un email qui est envoyé, l'email il est lu, pas lu. Enfin bref, il y a des problèmes de parcours client. Oui, tu as complètement raison. Et donc, ça rejoint un point qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le dirigeant veut piloter ses actions marketing et ses actions commerciales et ses investissements, et donc il veut des reporting. 4 PME ETI sur 10 n'ont pas d'outils de reporting, et donc ne mesurent pas du tout la performance et les investissements. Donc, on voit bien que du coup, c'est un enjeu majeur de l'entreprise, mais c'est en dessous, 4 sur 10, c'est énorme, donc c'est très peu réalisé. Et ce que tu dis, tu as raison, c'est qu'on est aujourd'hui de plus en plus sur du multicanal. Et on doit mesurer, il y a du call tracking, il y a des leads qui arrivent, il y a des salons qui sont faits. On doit à un moment donné de plus en plus mesurer l'ensemble de ces canaux versus les résultats qu'on obtient pour optimiser ou pas ces leviers-là. Et derrière, on doit mesurer. Et si on ne mesure pas, on ne peut pas agir. Et donc ça, c'est intéressant
c'est ce baromètre en exclusivité d'OpinionWay qui est présenté sur l'omnicanalité, qui va donner des enseignements et qui présentera aussi des best practices sur comment on doit aujourd'hui mettre en place quelque part ce plan d'omnicanalité qui est devenu indispensable, comme tu le dis, pour deux raisons. La multiplication des outils, qui du coup font qu'on a des sources d'informations dans différents endroits, et puis le multicanal qui est indispensable pour réussir aujourd'hui l'action de marketing digital. Et Ouais, par ouais, contre, parce il y a que un tu peux élément pas qui est tout. intéressant aussi, pardon, c'est Mm. la place du offline qui revient. On est aujourd'hui sur des budgets qui se répartissent à 50-50. Donc on voit que le offline redevient aussi un média important pour sa préférence de marque, pour aussi gagner en notoriété. Donc il y a aussi un alignement qui se refait. Donc c'est un mouvement de balancier, de marketing, et ça c'est intéressant. Bah oui, tu as raison, parce que le virtuel, en fait, au bout d'un moment, en fait, ça n'a plus d'efficacité. On a vu pour les webinaires, lors des périodes de confinement de Covid, on était à des taux d'attention qui étaient très importants. Et maintenant, pour les webinaires, on a vraiment énormément de mal à faire venir des gens. Par contre, un événement physique avec une rencontre, avec des sujets importants, on voit que ça mobilise les gens qui, bon, déjà, il y a besoin de se rencontrer et il y a besoin d'échanger en direct avec les personnes. Comme pour vendre, on a vu vendre à travers les écrans, c'est pas la même chose que vendre en physique. Et il faut s'y mettre. Et la bonne pratique, moi, je dirais, c'est toujours intégrer dans le CRM les sources de trafic et les différentes campagnes. Nous, on le voit bien, quand on fait une action, eh ben, en fait, on met un tracking pour savoir d'où il vient à l'origine, parce qu'on peut se dire, tiens, j'ai fait un salon il y a 4 ans, et finalement, j'ai fait des campagnes régulières de webinaires, d'emailing, de livres blancs, de relances, etc. Et après, on voit que finalement, ben, il y a eu à l'origine un truc, et il y a différentes choses qui ont déclenché ben, les actions, et les deux sont importantes, l'origine et le déclenchement. Et je crois beaucoup dans l'omnicanalité, alors avec une stratégie éprouvée, c'est aussi de créer des verticales ou des segments dans ces bases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on acquiert du prospect par différentes actions multicanales, mais je crois beaucoup à l'efficacité de segmenter et dans ces segments de proposer un parcours au prospect ou au client qui est complètement différent et qui montre qu'on a compris son métier et qu'on est capable de l'adresser, de répondre à ses problématiques. Donc c'est aussi l'omnicanalité, c'est aussi, on a beaucoup de sources de données, mais on recrée des sources de données à l'intérieur de notre data pour être, j'ai envie de dire, au bon moment, avec le bon contenu et continuer à nourrir et apporter de la valeur. Ah ouais, bah, que ce soit du marketing automation et bah, avec bien sûr pour entretenir la relation. Et comme toi, je me dis que entretenir de la relation avec de l'email régulier, c'est bien. Mais si tu ne crées pas un événement, moi je dis toujours, il faut créer un événement. Autrement, la personne va recevoir les mails, au bout d'un moment, elle ne les lira plus. On le voit, hein. En marketing automation, Ouais, au début, clairement. tu as des 40-60% de lecture et puis tout, ça chute. Et si tu, bah, bien sûr, c'est lié au cycle de vente, l'intérêt, le besoin, etc. Mais c'est aussi si tu ne crées pas un événement, un webinaire, une matinée, un audit, un livre blanc, un rapport, et ben tout simplement, il n'y a pas cet aspect pic où la personne doit se réveiller et dire oui, oui, le sujet est quelque chose Clairement. d'important. Voilà. Ouais, ce qu'on appelle le réengagement de sa base, au final, ou de ses segments, c'est effectivement créer en tout le cas un intérêt plus supplémentaire qui fait qu'on vient réveiller cette base en apportant de la valeur. Et donc, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est de la valeur, de la valeur, de la valeur. Et il faut être généreux, il faut donner pour recevoir. C'est le principe de l'inbound et c'est le principe de l'événement. On donne pour que les gens puissent recevoir effectivement pas mal d'informations. Alors ouais, ça c'est une première tendance. Omnicanalité, il y aura une conférence dédiée sur le sujet et derrière un petit débat et des bonnes pratiques. La deuxième Exactement. chose, en fait, tu as un grand témoin que je connais bien, qui est Stéphane Landy, et qui est également méconnu du grand public et qui est pourtant très connu aux amateurs de marketing, qui est Stéphane Landy, qui est aussi l'auteur de la chaîne Stratégie Marketing. Et Oui. c'est vrai qu'il a sorti un livre très intéressant, et là il va parler un petit peu de son livre en fait sur la spirale de persuasion. Donc là, on a vraiment de la chance de l'avoir. Donc il va faire une intervention, c'est ça, pendant une demi-heure, 1 heure sur les techniques entre guillemets, de persuasion, de neuromarketing. Exactement. Alors, il nous fait l'honneur de venir de Suisse, hein, et, c'est très sympa. Et comme tu le disais, il est pas forcément connu du grand public, et pour autant, il a une chaîne qui a un peu plus de 7 millions du coup de vues. Donc, c'est vraiment une chaîne qui cartonne où il y a beaucoup de teas, beaucoup de vidéos, il y a un travail de fond, comme tu peux le faire vraiment au quotidien. Il produit beaucoup de contenu. Là, il sort un livre du coup sur le psychomarketing. Donc, c'est une nouveauté, une grosse tendance. Je le trouve toujours très très posé dans son explication et donc il va parler beaucoup effectivement de rétention aussi. Donc c'est un sujet qu'il aborde, je dirais, en profondeur. Et ce que je trouve intéressant chez lui, c'est effectivement c'est posé. C'est-à-dire qu'en fait, il vient effectivement expliquer comment tenir compte effectivement de la connaissance qu'on a sur le prospect, mais aussi de tout ce qui est comportemental. Donc il y a chez lui
un axe très important qui est l'écoute du client, le comportement du client, et comment je peux du coup aussi le nourrir, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais avec effectivement un peu plus de finesse, et puis des chiffres, des KPI sur la rétention, etc. Parce qu'on passe beaucoup de temps à acquérir, mais retenir ses clients, c'est pas mal. Donc effectivement, c'est notre grand témoin. Je suis très très content qu'il vienne. Il t'avait d'ailleurs fait un podcast très approfondi que j'avais écouté avec passion sur ta chaîne de podcast, Frédéric, et effectivement où là il décrit dans le détail. Du coup, donc je vous invite à venir sur ta chaîne si tu pourras nous redire peut-être comment dire le nom de ta chaîne et comment s'y rendre. Mais effectivement, c'est un invité de grande qualité et sur un débat qui va être très intéressant. Ouais, surtout en fait, lui, il est vraiment dans sa spirale de valeur et de persuasion. Il travaille beaucoup ce que j'ai bien aimé et qu'on retrouve également dans Robert Cialdini avec Persuasion, c'est la pré-influence. En fait, il a vraiment noté ces 7 étapes qui sont pré-influence, attraction, transformation, engagement, totalisation, transaction et récurrence. Et c'est vrai que cette fameuse pré-influence, je pense que ça devient de plus en plus important et l'inbound marketing joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut convaincre son marché et sa cible avant qu'ils entrent en contact avec vous pour acheter un produit. C'est-à-dire que le principe, c'est que ta réputation va te précéder. C'est un petit peu, voilà, un petit peu comme dans la rue, comme il dit, son exemple, c'est quelqu'un qui se balade dans la rue et qui sent en fait l'odeur du café ou l'odeur du restaurant et il dit, ça sent bon, ça a l'air pas mal. Et j'arrive à l'entrée du restaurant et je me dis, bah tiens, je vais aller là-bas. Donc en fait, c'est une pré-influence, c'est-à-dire que on commence un petit peu à connaître quel est le leader et qui a la référence dans le domaine. Et c'est ce que je disais il y a encore pas très longtemps, c'est ce phénomène entre guillemets de starification qui arrive dans tous les secteurs d'activité, dont le marketing, la vente, etc. Il y a toujours des leaders, il y a 2-3 produits leaders, et si tu ne fais pas partie de ces leaders-là, dans la shortlist, en particulier dans le B2B, bah, tu n'es pas sélectionné. Et donc, c'est l'importance de créer cette image d'expert. Et moi, je le vois, il n'y a pas encore une semaine de ça, il y a des personnes qui m'ont dit oui, je vous suis depuis longtemps, je suis vos contenus sur LinkedIn, etc. Je trouve ça vachement intéressant. Maintenant, on a un appel d'offres et on fait appel à vous. Et ce truc-là, c'est génial parce que la personne, elle est quasiment convaincue que tu es le meilleur. Il y a un mois de ça, on était avec une entreprise tahitienne et en fait qui voulait mettre en place un outil. Et c'est vrai qu'ils nous disaient ouais, on a vu vos webinaires, on les a tous suivis. Et on veut travailler avec vous, même si vous êtes un petit peu plus cher, etc., parce que tout simplement, on a dégagé une image d'expert. Et ça, c'est intéressant parce que c'est partie de la fameuse spirale de persuasion de Stéphane. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'effectivement, l'inbound marketing travaille dans ces 3 étapes, la prise de conscience au début, où effectivement, j'écris des contenus plutôt prise de conscience qui me positionnent comme répondant à ce qui empêche de dormir la nuit mon persona. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Là, on va un peu plus loin. C'est ce que tu décris, c'est de l'influence. C'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler des leviers d'influence. Alors, ça peut être une chaîne sur YouTube avec des tutos qui donnent des bonnes pratiques. Et là, je suis assez généreux. Et je donne effectivement ces tutos. Ils sont regardés. Les gens se disent, bah, c'est pédagogique, ça m'explique bien les choses. Donc, du coup, c'est vraiment, j'ai une bonne image de ce qu'ils présentent. Ça peut être ta page LinkedIn entreprise qui est animée avec de la qualité pour lequel tu produis régulièrement des contenus qui sont sympas. Et puis, tu travailles aussi un peu ta marque, ton positionnement, tu fais un événement, tu es visible, tu fais des actions RSE, etc. Et donc, tous ces éléments-là contribuent à avoir en tous les cas une perception, je dirais, d'influence et quelque part d'avis sur l'entreprise. En se disant, c'est une entreprise experte, c'est une entreprise qui a des bonnes valeurs, etc. Et ceci contribue largement au parcours inbound pour lequel là je vais nourrir plus profondément des phases de prise de décision et du coup je vais avancer, sachant qu'une grande partie du parcours d'achat aujourd'hui se fait sans le commercial. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'apporte pas de valeur, hein. Comme son parcours est plus réduit, il a intérêt d'être bon dans sa séquence à lui et continuer à apporter de la valeur et être un peu inbound marketer dans les cas clients, dans ce qu'il va présenter. Mais on est typiquement effectivement aujourd'hui dans ce qu'on appelle un peu, on parlait d'influence B2B, mais c'est ça, c'est quelle image ressort des actions que je mène et comment j'arrive à créer une émotion auprès des prospects. C'est de l'influence, hein. Il n'y a pas de bon de commande immédiat, mais ça contribue sur un avis favorable, effectivement, à te mettre dans la checklist des 3 personnes qui vont répondre à un appel d'offres. Ça permet d'avoir un avis général sur un cercle de décision qui ne décide pas tout seul de travailler avec toi et tu as des perceptions différentes en disant ils sont innovants, c'est des experts, etc. Et du coup, c'est comme ça aussi que tu rentres sur des marchés. Donc, c'est effectivement, on est très content et je sais que tu connais bien Stéphane Landy
Et je rappelle que tu as fait un très beau podcast et donc ça va être très intéressant sur tout Ah ce que oui, tu il dis. est très bon. Stéphane, en fait, Ouais. a étudié énormément de bouquins sur la persuasion, la vente, le copywriting et tout ça. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très didactique là-dessus. Alors, justement, là, tu parlais donc, de l'importance d'aller persuader, d'aller convaincre. Pourtant, en fait, une des thématiques justement d'Inbound Marketing France cette année, ça va être sur la sobriété éditoriale, donc moins mais mieux. Et alors, explique-nous un petit peu ce fait de se dire, oui, il faut persuader, mais pourtant, en fait, il ne faut pas forcément être dans une débauche de contenu. Bah, écoute, IMF, c'est aussi de pousser des tendances, de pousser je dirais, des livres qui sortent. Là, du coup, il y a Firol Lespinasse vient d'éditer son livre sur la sobriété éditoriale. Elle sera accompagnée de Heidi Vincent qui a sorti un livre sur la slow entreprise, tu vois, de Mhm. thématiques un peu différentes. J'ai lu les deux. Et c'est très passionnant. Alors, est-ce que c'est un côté green, hein? Est-ce qu'on est en train de verdir un peu par tendance aussi le digital en se disant peut-être que on pollue trop, qu'on en fait trop, etc. C'est peut-être aussi cette mouvance qui ressort. Moi, ce que je pense quand même d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, il y a du volume, il y a du contenu, il y a des fois un peu d'infobésité. Tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours de qualité. Je crois qu'effectivement, pour être efficace, c'est exactement ce qu'on se disait. Je veux dire, si aujourd'hui je veux une réputation d'expert, j'ai tout intérêt qu'on va faire des contenus qui apportent de la valeur à ma cible. Alors, très customer centric, qui répond à ses problématiques, qui lui parle, etc. Et donc, euh, oui, on va se dire que le volume entraîne du succès. Plus je shoot des mails, plus je fais des posts et plus j'ai de volume. Mais est-ce que c'est qualitatif tout ça? Donc, je pense que c'est une vraie question, c'est un vrai sujet à se poser. Il y a sans doute un entre-deux. Et aujourd'hui, on est quand même sur une tendance qui est beaucoup plus qualitative. Les clients qu'on vise attendent de la qualité, attendent ce que je vais appeler du coup, qui est souvent pas identifié comme ça, j'appelle ça l'expérience prospect. C'est quelle expérience je propose à mon prospect. Et donc, je vais donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse tendance aussi qui est la compte-based marketing, qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec des clients en France et à l'international. Et on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, tu vas traiter ce que je vais appeler la pêche au filet sur du demande marketing où je veux aller chasser un DAF, un DSI, un directeur marketing, où là, je lui parle en masse pour l'attirer sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site internet, à des contenus qui lui parlent, et je vais essayer de l'engager, le scorer pour effectivement le traiter commercialement. Donc là, bah, je suis sur du volume, mais aujourd'hui, on traite de plus en plus aussi sur de la sobriété, c'est que je vais travailler des segments. Je peux aller travailler 100 cibles qui m'intéressent avec une expérience prospect un peu différente, une box qui est envoyée. Tu as parlé dans un de tes podcasts d'une enveloppe couleur or, je crois, que tu envoyais. Donc en fait, c'est un peu les deux. C'est qu'il faut savoir traiter des segments qualitativement et plutôt du haut de portefeuille avec un potentiel important en termes de marge brute. Où là, je crée une expérience prospect unique. C'est des sujets qu'on va traiter à IMF. Il y aura 2 conférences sur la BM. Et donc, voilà, je crois qu'on est aussi dans un rapport des choses qui fait qu'il faut travailler qualitativement certains segments avec une expérience prospect unique de qualité. Et puis des fois, on va travailler la base parce que les clients visés, ils sont 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Donc je vais travailler, jouer des deux. La sobriété éditoriale, elle a toute sa place aussi dans des stratégies aujourd'hui digitales. C'est vrai parce que moi je dis toujours on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Le problème c'est que parfois avec des techniques SEO on a un peu tendance à se dire bah tiens je vais bourriner, je vais écrire du contenu SEO en veux-tu en voilà réalisé en offshore. Sauf que la personne elle va arriver sur votre site web et elle va avoir un titre qui va peut-être l'intéresser ou un sujet qui l'intéresse et elle voit un contenu insipide avec peu de valeur ajoutée, elle va dire waouh j'ai perdu mon temps, une image Ouais, clairement. négative de la marque. Alors que à l'inverse si elle arrive sur un contenu à valeur ajoutée, un contenu d'expertise avec un contenu de qualité, les gens vont se dire ah ouais, cette boîte elle est pas mal, je vais peut-être télécharger un livre blanc, télécharger un contenu, en tout cas je vais y revenir. Et si bien sûr on joue bien l'aspect récupération de leads ou alors l'aspect retargeting, et ben on peut très bien aller après se dire bah, cette personne elle est dans mes entre guillemets mon petit filet, dans mon épuisette. Et après, quand elle aura la maturité suffisante, je la mets dans mon vivier et je la fais grandir avec mes contenus et que le petit poisson devient après un beau poisson qui finira dans mon assiette. Il n'y a pas d'opposition des stratégies, il y a des stratégies qui fonctionnent et c'est ça qui est important. Et il faut mesurer ce qu'on disait tout à l'heure dans l'omnicanalité, pas assez de mesures, donc pas assez de retour sur les investissements à faire. Donc après, voilà, nous, on travaille par exemple chez nous pour nos clients, du haut de portefeuille avec des actions ABL. Des fois, on attaque 10 comptes. Alors ça peut surprendre, mais on crée une expérience prospect unique pour chaque
qu'un des comptes et des contacts de ce compte. Et donc, on attaque 10 comptes, 15 comptes, 20 comptes. On a des actions sur des prescripteurs où notre client a 150 prescripteurs. Et donc, on fait une newsletter dédiée à ces 150 prescripteurs au lieu d'arroser tout le marché. Et par contre, à côté de ça, on peut avoir des marchés beaucoup plus larges pour lesquels il faut aller chercher, je prends toujours l'image un peu des filets, un peu plus largement. Et là, j'ai besoin d'aller chercher sur des bases tiers, d'aller faire de l'inbound marketing plus massivement. Donc, n'opposons pas les stratégies. Je pense que les stratégies, elles répondent à des KPI et des objectifs. En tout cas, mesurons les actions pour faire les bons choix par rapport au segment que je traite ou par rapport au cible que j'ai. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet tendance qui pose question. J'ai lu aussi du coup le livre de Heidi Vincent sur la entreprise qui repose un peu les questions des enjeux de l'entreprise, de ses valeurs, de pourquoi elle court. Nous, on a fait le choix dans notre groupe de travailler beaucoup autour de l'éducation. Donc voilà, c'est aussi donner du sens à ce qu'on fait dans l'entreprise et aux objectifs qu'on se donne. Donc ça prend un peu plus d'auteur. Et c'est aussi peut-être donner du sens à ce qu'on délivre en termes de marketing en ayant ce rapport aux choses, de l'effort fait, de l'impact que ça a sur l'environnement peut-être, et d'essayer de bien faire les choses pour être typiquement dans un segment intéressant quand on souhaite l'être. Si j'ai 100 personnes à toucher, ne pas arroser pour 10 000 si c'est 100. Donc je pense que c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet que je trouve en tous les cas très tendance, et c'est un sujet qui sera traité du coup. Ouais, d'ailleurs, je crois que tu parles aussi dans dans cette sobriété et dans ces contenus un petit peu plus originaux, le podcast. Et d'ailleurs, justement, dans tes invités, dans une nouvelle en fait thématique d'Inbound Marketing France, cet événement qui a lieu le 21 juin, il y a un volet sur l'expérience client et il y a donc une podcasteuse qui est très connue dans son domaine, justement, comme tu parlais de Marine Deck, qui est très connue dans le domaine de l'expérience client avec son podcast Le Client, que je connais très bien parce que l'expérience client, c'est notre domaine. Elle a réussi comme ça, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, à faire 45 ou 50 interviews et d'une personne qui était quand même consultante dans ce milieu, mais certes, elle avait eu le prix de la FRC pour l'expérience client, etc. Mais elle n'était pas plus connue que ça. Et pourtant, avec ses contenus, elle est devenue, entre guillemets, une référence et une prescriptrice, tu disais il y a 2 secondes, agir sur les prescripteurs dans son domaine. Donc, elle va agir et elle va intervenir avec 2 autres personnes, je crois, sur l'aspect expérience client, parce que tu disais que l'inbound marketing, c'est bien, ça fait venir des gens, mais en fait, il faut aussi fidéliser, et cette fidélisation se fait aussi avec du contenu, avec de l'information que tu poses, qui fait en sorte que les clients doivent être ambassadeurs et partagent du contenu. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette intervention qui aura lieu sur la thématique de l'expérience client? Aujourd'hui, quand tu regardes du coup le plan marketing d'une entreprise, tu as l'acquisition. Donc, on situe bien tous les leviers d'acquisition que sont le référencement payant, l'inbound marketing, etc. Donc là, on acquiert, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et après, derrière, il faut garder ses clients, ce qu'on va appeler la rétention. Aujourd'hui, la rétention, c'est extrêmement important. Ça évite d'aller faire trop d'efforts à l'acquisition. Et on sait qu'un client, du coup, qu'on garde, on va pouvoir vendre de l'upsell, etc. Donc, en fait, on peut pas, c'est encore une fois, les actions sont complémentaires. Et dans une entreprise, en termes de stratégie, je peux travailler le haut de portefeuille, le milieu de portefeuille. Quand je travaille l'acquisition, je dois travailler la rétention. L'expérience client, pour moi, est un enjeu majeur, parce qu'il permet de consolider son chiffre d'affaires. Il permet de travailler l'expérience client, en comment j'onboard mon client, comment je le fais durer, comment je le fais développer son chiffre d'affaires au sein de l'entreprise. Et dans l'inbound, on retrouve le côté ambassadeur. Quand on regarde les phases de l'inbound, la dernière étape de l'inbound marketing, c'est comment mes clients deviennent des ambassadeurs et me permettent d'acquérir des clients ou de fidéliser des clients. Là, on a un trio qui est top, j'en suis très content. Alors, Marine Deck, effectivement, elle anime avec succès ce podcast qui s'appelle Le Client, et elle est accompagnée du cabinet Caltrix avec Olivier Arnoux, donc là, qui sont des experts mondiaux de l'expérience client, donc qui ont un regard aussi sur une expérience client qui est différente aux États-Unis, en Asie, et puis dans les pays européens. Donc là, c'est intéressant d'avoir ce recul pour voir comment se situe l'expérience client au niveau mondial. Et puis, on aura, j'en suis très content, Janine Claro-Kramer, qui est de Schneider Electric et qui va venir expliquer concrètement comment elle met en place des actions autour de l'expérience client. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu que tu connais bien, vous en êtes des experts, et je trouve que je pense que c'est une des grosses tendances de fond d'une manière générale, mais qui va l'être encore plus parce qu'aujourd'hui, dans une conjoncture quand même
un peu bouleversé avec le Covid, un peu bouleversé économiquement, etc., il y a peut-être un des leviers importants qui est de faire de la rétention, satisfaire déjà ses clients et d'essayer de développer son socle client. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'acquisition parce que ne pas renouveler, c'est prendre un risque majeur. Mais ce que je Oui, veux mais dire, c'est que au moins donner une bonne raison à ses clients de rester et éventuellement pouvoir se baser sur eux pour, comme tu l'as dit, des clients ambassadeurs, un témoignage client, des visites exactement. clients, un appel client. On sait très bien que un client, il sera jamais aussi bien convaincu que par un autre client de l'entreprise qui dit oui, je suis content, les produits sont bien. Clairement. Clairement. Et puis tu as le côté météo de tes clients, où est-ce qu'il y a des frictions qu'il faut que je corrige. Donc voilà, donc il y a un vrai travail de l'onboarding client. Et moi, je suis assez convaincu que c'est souvent on a certaines entreprises qui vont aller acquérir, acquérir, acquérir. C'est comme si je remplissais mon seau là en continu, et puis j'ai un petit trou dans le fond. Puis ben, je mets de l'eau, je mets de l'eau, je mets de l'eau. Je pense que il faut aussi savoir s'arrêter sur l'expérience client pour du coup travailler sa rétention et puis proposer quelque chose qui permet de faire de l'upsell, qui permet de consolider, qui permet effectivement d'utiliser ces ambassadeurs-là pour aller acquérir justement. C'est plus facile, c'est moins de temps. Donc c'est toujours un équilibre des efforts. Mais ça serait être de mauvais conseils de parler que d'inbound et que d'acquisition, sans parler de rétention et d'ambassadeurs, parce que c'est aussi, ça fait partie du prolongement de ce qu'on doit faire en termes de stratégie. Donc ouais, ça va être passionnant. Là, on a 3 profils et je pense que tu seras dans la rangée parce que c'est ton sujet et je pense que tu rattrapes pas grand-chose de Ouais, bah, cette bien sûr. conférence. Ben justement, on parle là du sujet de la rétention et du sujet de la fidélisation qui est pour moi un élément clé du growth hacking parce qu'en fait dans le framework AR donc qui est l'analyse du cycle de vente, ben, cette partie rétention et fidélisation est vraiment essentielle parce que trop souvent on associe le growth hacking à aller chercher des prospects alors que le growth hacking c'est vraiment analyser et optimiser le cycle de vente. Et là justement il y aura une belle conférence qui va être animé par Stéphane Truffen sur le growth hacking, donc qui est vraiment, je trouve, quelqu'un de très très bon sur le growth hacking, growth marketing, inbound marketing. Et justement, le débat va être assez intéressant parce que ce qu'on dit souvent, c'est que le growth hacking, c'est souvent pour les petites boîtes. Une grosse boîte, en fait, ne peut pas prendre toutes ces techniques-là. Et justement, je crois que tu as organisé une table ronde sur est-ce que le growth hacking peut être utilisé par les grandes boîtes et quel levier utiliser, hein, c'est ça? En fait, Stéphane avait envie de bouger les lignes, comme il le fait souvent. Il a édité plusieurs livres, effectivement, sur l'inbound marketing, sur le contenu. Et c'est vrai que comme tu l'as aussi, bah, vous fouinez sur des leviers, vous regardez ce qui fonctionne, etc. Et ce qu'il nous propose, c'est intéressant, c'est véritablement ce marketing de start-up, hein, quand même, le gros hacking a été souvent rattaché à des stratégies de start-up qui, du coup, était plus agile et puis allait tester des solutions, regarder ce qui fonctionnait, etc. Du coup, là, on a une palette, je dirais un panel exceptionnel, puisqu'on a Caroline Mignot qui anime avec succès du coup un podcast qui s'appelle Marketing Square. On a Juliette Hervé du coup de Spendesk. On a du coup Pierre Lechel du coup qui travaille aussi à Open Classroom. Et on a du coup Elric Legloître qui effectivement travaille chez Chili Pepper. Donc Stéphane nous fait l'honneur quelque part d'organiser cette table ronde qui dure 1 heure. Du coup, là, on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant. Et l'idée, c'est effectivement de se dire, est-ce que ces stratégies de gros hacking, d'hypercroissance, de start-up souvent, est-ce qu'elles sont duplicables sur des grands groupes? Qu'est-ce qu'en sont les freins? Pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la performance vient de la performance dans chaque levier. Quand je fais une LP, c'est est-ce qu'elle performe plus que mes concurrents? Et donc c'est ça, c'est comment je vais chercher du gros hacking, gros marketing dans chaque levier que j'utilise, alors qui sont globalement identiques pour tout le monde, mais le côté gros hacking, c'est comment je vais aller plus loin. Ouais, parce que souvent, c'est ça en fait que je vois, c'est que les grandes entreprises ont un peu peur, ils disent gros hacking, c'est des méthodes de pirates. Mais non, c'est justement, il y a deux mots dans gros hacking. Il y a hacking qui est certes, c'est logiciel, même recourir en offshore, tu vois. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, même dans l'entreprise actuelle pour laquelle je travaille, Eloquent. C'est compliqué de faire appel à des sites offshore ou c'est même compliqué d'aller sur des sites, par exemple, acheter des choses sur Amazon parce qu'il faut de la TVA, il faut ouvrir un compte, etc. Mais par contre, chose qui est accessible à tout le monde, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, c'est la philosophie Growth Hacking avec donc le fait d'essayer, faire de la testing, le framework AR qui permet d'optimiser le cycle de vente, le travail, l'effet client, l'effet wow, on a parlé d'expérience client tout à l'heure, mais dans le Growth Hacking, moi maintenant, je mets systématiquement le fait de mettre l'effet wow,
le fait de tout simplement essayer d'avoir des produits qui rendent les clients accros. Et ça, en fait, d'ailleurs, il y a un excellent. Bon, c'est un bon bouquin. C'est pas le meilleur bouquin de l'année, je préfère. En effet, waouh, je préfère ces moments qui comptent. Il y a un bon bouquin qui s'appelle Hook, qui explique en fait comment on fait des produits qui sont addictifs. Et c'est vrai que ça fait partie de la philosophie growth hacking, que le produit en lui-même fasse en sorte en fait que les personnes soient intéressées par utilisent le produit et en parlent aux autres. Donc ça, c'est cette philosophie growth hacking, donc 1 heure de table ronde. Et en fait, dans notre entretien, tu voulais aussi finir par présenter une 7e thématique. Alors, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de thématiques là-dessus, mais c'est vrai que c'est le retour du offline. Et justement, le salon Inbound Marketing France qui a lieu à Rennes le 21 juin est typiquement un exemple de ça. Il va y avoir 600 personnes qui vont se déplacer lors de cette journée-là. Et c'est pour se dire que n'oubliez pas le offline dans vos plans marketing, parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait il n'y a pas encore très longtemps, hein, tu vois. Je vais publier d'ailleurs cette semaine un article sur mon blog sur le sujet. On est allé au salon stratégie client. Et sur le salon stratégie client, moi j'avais bien sûr fait un peu comme tout le monde, on avait fait un emailing sur la newsletter, on avait aussi fait des posts sur les réseaux sociaux, j'avais envoyé des direct messages sur LinkedIn à une sélection de 1000 décideurs dans le domaine de l'expérience client, et je leur ai dit venez nous faire un petit coucou sur le stand. Et quand ils étaient venus, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé des packs goodies, donc un pack goodies standard avec des petits cadeaux pour les remercier, etc. Et puis un pack goodies premium pour vraiment des influenceurs, les gens qui étaient qu'on voulait particulièrement remercier. Et c'est vrai que le fait d'envoyer comme ça ce petit goodies, un petit cadeau, ça permet de dire ouais, je vous remercie d'être venu, etc., etc., etc. Mais aussi, j'ai vu derrière, il y a 1 ou 2 personnes. Il y en a un en fait qui m'a dit ah, je pense à toi tous les jours parce que j'ai ton petit câble de rechargeur, j'ai tout le temps à côté de moi. Si tu en as un autre, ça m'intéresse, je voudrais le présenter, je le donner à une personne de mes équipes. Et tu as de l'autre côté Géodis, à qui en fait il y a une personne de l'équipe qui est passée, qui a récupéré quelques goodies, ce fameux pack goodies. Et après, ils ont dit ah ouais, c'était vachement sympa, j'aurais bien aimé en avoir aussi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé aux différentes équipes de Géodis en région ce fameux pack goodies. Et là, les gens ont dit oh merci Eloquent, c'est super sympa, bravo, on n'a pas que la solution de centre de contact, on a vraiment cet accompagnement, cet aspect humain. Et c'est là qu'on voit que le offline et le physique sont là en fait véritablement pour accompagner et renforcer les stratégies marketing. Ouais, complètement. Alors, on est dans des mouvements de balancier. On est passé un peu du tout au tout en faisant du 100% digital. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour en fait sur l'objet, sur le livre, etc. Il y a plusieurs choses. Déjà, en ABM, on utilise beaucoup le offline. C'est-à-dire qu'on va créer des box, on va envoyer des livres, etc. Ça crée une émotion. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le fait de recevoir quelque chose crée une émotion. Tu es content. Ah bah oui, moi dans mon article là je dis est-ce que vous vous souvenez le nombre d'emails que vous avez reçus cette semaine dans votre boîte, et est-ce qu'il y en a 1 ou 2 qui vous ont marqué, à part les emails internes, hein, et rappelez-vous maintenant le nombre de courriers que vous avez reçus cette semaine et qui vous a écrit. Et là forcément tu en as très peu, et souvent en fait c'est un peu de valeur, et tu dis oui bah j'ai reçu un courrier de tel truc la semaine dernière, tandis que les emails tu les oublies. Il y a eu des tendances, hein, pendant le Covid, il y a eu des tendances d'envoyer des box avec le petit déjeuner pour des webinars. Donc, du coup, on voit bien que du coup, le offline s'est mélangé au webinar. C'est très intéressant. Alors, ce qui est extrêmement intéressant de ce qu'on va évoquer du coup à IMF, et c'est tout l'intérêt de cet événement international et qui a lieu 1 fois par an, c'est aussi de présenter des tendances. Dans les tendances de fond, vous avez des plateformes qui arrivent, comme Jeudi Merci, qui sont une plateforme qui permet d'envoyer aussi facilement un objet physique qu'un email. Donc là, c'est vraiment des grosses tendances et des technos qui arrivent. Ça existe aux États-Unis, ça arrive en France et ça marche bien. Ça peut être l'onboarding du collaborateur, ça peut être une forme d'onboarding client, ça peut être une manière quelque part d'acquérir des clients ou autour d'un salon. Et puis, on a une nouveauté aussi de la Poste qui arrive, c'est le fait de pouvoir intégrer le courrier, le retour du courrier directement dans des scénarios de CRM. Donc, quand vous allez faire votre scénario dans votre CRM, où là, vous aviez un email, un article de blog, un livre blanc, vous aurez le courrier, vous allez ouvrir une interface, rédiger votre courrier à l'intérieur, et il va se programmer dans le scénario. Donc, en fait, on voit bien que l'offline revient avec des expériences prospects, des expériences clients. Et donc, c'est une nouvelle, c'est un retour aux sources. Et donc, c'est bien, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, IMF, c'est ça. C'est des masterclass dans tous les sujets. On va parler d'ABM, d'inbound, on va parler effectivement de CRM, on va parler d'automation, on va parler de métaverse, etc. Donc, on vient dresser pas mal de sujets pratiques, pragmatiques pendant 30 minutes sur des cas clients avec un client présent.
Là, c'est pour apprendre à comment le mettre en place. Et puis, il y a des sujets de fond qu'on a évoqués, qui sont des sujets tendances, qui sont des sujets à écouter. Et on essaie de vous proposer tout ce concentré avec l'ensemble des influenceurs, des partenaires, des amis autour d'IMF dont tu fais partie. Et c'est super sympa. Et voilà, et on essaie, je pense qu'on est avant tout généreux. Et voilà, on essaie de donner. Et puis, on espère que le public va adhérer. Il reste 100 places payantes au moment où on se parle. Du coup, donc, faut pas traîner. Et c'est un justement, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'adresse du site internet et quel est le tarif de ces places payantes et est-ce qu'on peut espérer avoir des places gratuites? Alors, dis-nous un petit peu comment ça se passe ça. Alors, du coup, le site, c'est www.inboundmarketingfrance.fr. Donc, vous allez retrouver la totalité du programme, la totalité de la manière dont on peut s'inscrire. Donc, effectivement, alors l'entrée, elle est, comment dire, à un budget de 175 € hors taxe. C'est plutôt des directions marketing d'entreprise qui viennent. Et du coup, voilà, et on peut, je veux bien effectivement te donner un code pour une promo sur une entrée que je vais te donner par retour pour que tu puisses du coup faire bénéficier les auditeurs de notre émission. Voilà, pour du coup donner un petit peu de piment à cette écoute. D'accord. Je te remercie, Michel, pour cette interview. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir à Inbound Marketing France et à nous retrouver sur place. Et donc, bien sûr, à très bientôt. Et donc, rendez-vous aussi. Alors, est-ce qu'il y aura d'ailleurs un petit programme offline? Parce que l'année dernière, il y avait eu un mix à la fois du présentiel et de la vidéo. Est-ce que cette année, vous allez faire aussi de la vidéo live? Et est-ce qu'il va y avoir une diffusion en direct? Alors aujourd'hui, on revient sur un événement physique et je pense que ça fait plaisir à tout le monde après ces 2 ans avec peu d'événements. Donc évidemment, c'est physique. Par contre, souvent, la frustration qu'on peut avoir, c'est que je ne peux écouter que 4, 5, 6 conférences dans la journée sur un programme de 30. Donc ça crée un petit peu de frustration. Donc on enregistre la totalité du coup des vidéos, donc des 30 conférences qui vont avoir lieu. Et pendant 60 jours, les personnes qui ont participé ont un accès gratuitement à cette web TV pour regarder et écouter. Et puis nous, on animera la web TV un peu séparément après. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à vous inscrire, à participer à cet événement, à venir physiquement rencontrer vos pairs aussi, parce que c'est aussi un enjeu majeur de se retrouver, d'échanger, etc. Et puis on a une vraie nouveauté cette année, c'est qu'on a la clinique du digital. J'y rentre par ma bobologie. Donc, j'ai mal à mon site internet, j'ai mal à mon SEO, j'ai mal à mon automation. Et donc, c'est une autre manière d'appréhender l'événement, c'est d'aller rencontrer des experts métiers qui vous parlent de solutions concrètes pour résoudre vos problèmes. Donc, c'est un côté sympa. D'accord. Merci Michel, merci pour tes informations et rendez-vous le 21 juin à l'Inbound Marketing France à Rennes. Merci à toi de ton invitation.